côté 2024, pour commencer par ce qui a été fait. Donc on a travaillé sur 4 gros axes cette année. Le premier concerne finalement la mutualisation des flux en magasin. On a dans notre ADN et dans notre promesse chez Clareo la volonté de vous accompagner sur l'ensemble de vos flux, notamment pour pouvoir les mutualiser. Ça peut être concrètement mutualiser du flux de livraison à domicile avec du flux de livraison en magasin ou avec du flux de livraison en drive. Et dans les cas qu'on a rencontrés cette année, vous avez bien compris qu'on a déployé pas mal de magasins cette année. Dans le cadre de ces déploiements, on s'est rendu compte que dans des organisations en grande distribution, il y avait des flux qui physiquement partent du même point, mais qui sont gérés de façon différente. Je pense notamment donc, sur les flux magasins, donc au flux web. Donc le client passe sa commande donc, sur Internet, va se faire livrer, il le sait ou il ne le sait pas, mais physiquement sa commande va partir d'un magasin, souvent plus proche de chez lui, et il va pouvoir se faire livrer. Mais il y a également d'autres flux de livraison au départ de magasin. On a appelé ça, nous, le lâcher-caddie, mais globalement, ce sont des commandes passées en magasin qui ne sont pas informatisées donc, dans les systèmes actuels, et même, globalement, qui sont gérées, non pas par les équipes qui vont gérer le flux e-commerce, mais par des équipes qui vont gérer le flux magasin. Donc on a là 2 flux d'un point de vue organisation qui sont distants, mais d'un point de vue transport, il y a tout intérêt à mutualiser parce que physiquement, ils partent du même magasin pour aller délivrer des clients qui possiblement sont à proximité. Donc on avait déjà ce qu'il fallait sur la partie dans le module Care Planning pour gérer de la mutualisation des commandes et des livraisons qui sont connues dans Clareo. Ce sur quoi on a travaillé, donc c'est un système de saisie de commandes simplifié adapté au magasin. Les particularités de la création de commandes quand on est en magasin, c'est que ça ne se fait pas nécessairement en un temps. Ça peut se faire en un temps, c'est le client arrive dans le magasin, fait ses courses, va tout mettre dans un caddie, passe en caisse, va régler sa commande en caisse ou pas d'ailleurs. Et la caissière, quelque part, va saisir les informations du client, son nom, son prénom, son adresse de livraison et des informations, notamment sur le nombre de bacs à livrer. Ça peut se faire en un temps. On a découvert aussi en magasin que ça pouvait se faire en plusieurs temps. C'est que le client arrive dans le magasin, il passe à l'accueil, il dit « je vais aller faire mes courses, mais j'aimerais que vous me livrez ». Et puis ça peut être ça, ça peut être « j'aimerais que vous me livrez », il va déjà choisir le premier créneau, son créneau de livraison. Il va aller faire ses courses, et plus tard, en passant à la caisse, la caissière va finaliser sa commande en indiquant les produits, ou en tout cas identifier les bacs ou les sacs qu'il va falloir lui livrer. Donc ça paraît tout bête comme ça, mais on doit aussi là gérer tous les cas qu'on peut trouver en magasin. Donc on a maintenant un système par étape de création de commandes manuelles. Il y a quelqu'un qui vient venir les saisir et qui puisse se faire finalement en un temps ou en plusieurs temps en fonction du service que veut proposer le magasin. Donc ça c'est un des premiers axes de travail. Le deuxième axe, c'est dans la gestion des points relais. On est historiquement, en tout cas dans le monde des DMS, l'un des premiers, en tout cas en France le premier, à avoir inclus dans le périmètre du DMS le fait de gérer bien évidemment la livraison B2C, mais également de gérer la livraison dans ce même DMS des drives ou des points relais. Et Leclerc, pour ne pas les citer, nous ont même amené il y a quelques années à aller plus loin, à dire j'ai des infrastructures en ville, ça me coûte de l'argent, ça me paye des loyers, la nuit j'en fais rien. Donc est-ce que je peux utiliser ces infrastructures pour faire du cross-dock? J'amène ma marchandise donc de l'entrepôt qui est en périphérie de Paris par exemple, j'amène ça de nuit, je stocke de nuit, 4-5 heures du matin, les commandes. Le client ne le sait pas finalement en fait, que sa commande a été cross-dockée. Et dans un second temps, donc, dans le cas de Leclerc, pour ne pas les citer, il y avait des vélos qui venaient livrer et faire le dernier kilomètre. Donc on avait déjà dans Clareo cette volonté d'avoir un DMS qui ne fasse pas que du B2C, qui puisse gérer également finalement un espèce de flux B2B, notamment pour faire du click and collect, mais aussi pour faire du cross-dock.
Et donc on a continué à faire évoluer ces différents use cases. Eric en parlait tout à l'heure, ça va pouvoir être aussi de pouvoir dire, notamment sur du click and collect, je dois livrer tous mes clients qui vont passer en magasin sur des créneaux 8h, 9h, 9h, 10h, 10h, 11h, de mettre des règles dans l'outil pour notamment assurer une bonne préparation, de dire toutes ces commandes-là, je vais les faire partir dans le même camion et je veux qu'elles soient livrées à 6h du matin en point relais. Ça, c'est des règles où en fait on vient contourner, on vient prendre des marges de sécurité pour s'assurer que les clients, que la marchandise arrive dans le point relais avant que le client se présente. Donc ça, on avait travaillé dessus. Sur un autre point sur la partie point relais, c'est un enjeu, vous en savez certainement beaucoup plus que moi, mais un point relais, c'est un coût. C'est un coût d'immobilier, un loyer à payer, et c'est aussi des salaires à payer, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens à mettre dedans. Et une des solutions, en tout cas pour régler la deuxième partie, c'est de mettre finalement des points relais automatisés. Donc aujourd'hui, dans les essais qui ont été faits par certains d'entre vous, donc il y a une solution qui s'appelle WeDrop, qui a la particularité par rapport au locker qu'on peut tous connaître, c'est de pouvoir stocker du frais. C'est vraiment là où ils sont en avance sur, je pense, la concurrence. En tout cas, c'est vraiment leur particularité. Et donc, on est venu à connecter Claréo finalement à ces lockers. Parce que ces lockers ont besoin de savoir la marchandise qui va arriver. Ils ont besoin de savoir également quel bac correspond à quelle commande. On a besoin de leur pousser de l'information. Et en contrepartie aussi, dans ce connecteur, on envoie de l'information en WeDrop, mais on est capable d'en récupérer aussi. Pour dire, tel client est venu récupérer ses commandes. Ce qui permet à vous, essentiellement ici dans la grande distribution, de savoir si la commande a bien été récupérée ou pas. Parce que si on fait le parallélisme avec la gestion des lockers sur du flux colis, le gros enjeu du locker, c'est pas proposer des créneaux, c'est vraiment savoir quand le client va venir se présenter et à quel moment on va quelque part renvoyer la commande du locker, sortir la commande, parce que d'autres commandes attendent de l'espace dans le locker. Donc voilà, on a agrémenté en fait ce qu'on savait déjà faire sur la gestion de ces points relais, en s'associant, en étant capable en créant des process et alors des technologies qui nous permettent de communiquer avec ce type de locker. Et c'est WeDrop, pour ne pas les citer, sur lequel on a été les premiers à travailler. Le troisième point, Eric en a parlé tout à l'heure, c'est la gestion de la sous-traitance. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau chez Claréo. On a beaucoup parlé de départ magasin. L'histoire de Claréo, ça a quand même commencé avec du départ entrepôt. Vous, nos clients en tout cas, vous nous ont amenés à faire évoluer pour gérer du départ magasin. Vous imaginez bien que ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes problématiques, ce n'est pas les mêmes modes de fonctionnement. Et dans le cadre de cette gestion de départ magasin, il y avait cette notion de sous-traitance qui est beaucoup plus présente que sur du départ entrepôt. Donc on a agrémenté notre moteur de règles métier qui permettait déjà de choisir quelques sous-traitants pour l'affiner et permettre à chaque magasin de pouvoir choisir le bon prestataire. Je vais donner quelques exemples. Il y a des prestataires qui sont sûrement dans la salle, ils ne vont pas vous assurer vos commandes si elles dépassent 150 €. Quand la commande dépasse 150 €, il ne faut pas lui confier, il faut en trouver un autre. D'autres vont vous dire je suis capable de desservir cette zone de chalandise là. Je donne un exemple, 2 km autour du magasin, mais pas plus loin. Donc en fait, quand une commande tombe, le but de ces règles métiers, c'est qu'il n'y ait aucune action manuelle qui soit faite et qu'elle soit automatiquement envoyée au bon transporteur sans action de personne en magasin. Et donc pour quelque part avoir intégré les particularités de chacun des prestataires et les volontés de chacun des magasins, on a augmenté finalement le nombre de cas que peut gérer ces règles métiers. Donc ça, c'est la première partie, c'est finalement faire évoluer ce moteur pour choisir les bonnes règles et les bonnes règles au sens ce que veut faire le magasin, quelle commande il veut confier à quel prestataire.
La deuxième partie, c'est une partie qui est plus technique, c'est que forcément on référençait quelques prestataires, maintenant on en référence beaucoup plus, donc on a augmenté finalement le nombre de prestataires qui sont partenaires de Clareo. Et quand on parle de connecteurs, c'est deux choses, c'est à la fois d'être capable d'envoyer une commande à un prestataire, et c'est également, quand lui va la réaliser, il a souvent son propre système d'information, il va la réaliser et puis il va remonter des informations à Clareo, dans Clareo, et nous on est capable, au donneur d'ordre, de lui remonter des informations pour dire cette commande a été livrée, cette commande n'a pas été livrée, il y a un problème. Si on va un peu plus loin sur cette partie de la gestion de la sous-traitance, c'est que moi je suis donneur d'ordre, je suis Walmart, pour prendre un autre exemple, et moi j'ai dit ma qualité de service, pour vous montrer, rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est je veux, indépendamment du choix de mon prestataire, être capable de remonter les mêmes informations à tous mes clients. Et ça, c'est hyper compliqué parce que, on va prendre l'exemple de l'ETA, tous les prestataires ne remontent pas à l'ETA. Donc nous, on ne va pas forcément être capable de remonter au donneur d'ordre un ETA. Donc en fait, ce qui nous amène là-dedans à dire, c'est qu'on a un nouveau marché qui s'ouvre à nous, et on est en train de faire évoluer le produit, c'est de se dire on va aussi équiper le sous-traitant de Clareo pour permettre aux donneurs d'ordre de recevoir les mêmes informations de tracking indépendamment du prestataire avec lequel il va travailler. Donc ça c'est pour la troisième partie. Et la quatrième partie, donc on a un module dans notre offre qui s'appelle K-Planning qui va gérer finalement toute la planification des livraisons. Et donc historiquement, comme on a commencé par de l'entrepôt, les choses sont assez simples. On est souvent sur du gros volume. J'ai une première phase, j'ai des commandes qui tombent, j'ai des cut-offs. Il est 22h ce soir, je sais que je dois planifier mes commandes de demain. Je prends mes 500 commandes, je les mets dans K-Planning, j'obtiens des tournées. Et ça, c'est quelqu'un plutôt dans un bureau qui va faire ça. C'est plutôt un planificateur qui va faire ça. Il va faire son plan et puis il va valider son plan. Ça va certainement être envoyé un WMS, les commandes vont être préparées de nuit et livrées le lendemain matin. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Eric en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on équipe aussi des entités, des magasins ou des entrepôts ou des drives qui ont beaucoup moins de volume. Et donc, on s'est confronté à quoi? On s'est confronté à... moi, je suis un petit magasin, je fais 15 livraisons par jour, ou même 10. Et finalement, j'ai quelqu'un dans mon magasin qui va faire un peu de préparation de commande et à qui, en plus, je vais dire, tu vas gérer toute la livraison. Tu vas, globalement, débrouille-toi, tu vas devoir le gérer. Et donc, on s'est retrouvé à démarrer ce genre d'activité en disant au livreur, tu vas aller sur Clareo Web, donc tu vas te trouver un petit bureau quelque part, tu vas te connecter à Clareo, tu vas faire tes 2 tournées de la journée, tu vas te les envoyer à toi-même, un peu bizarre quand même comme réflexion, et après tu vas les réaliser avec la partie Clareo Mobile, donc son application mobile. Donc ça marche, mais on perd du temps. Donc c'est un nouveau cas, donc on sent que c'était pas optimal. Donc on a inventé une nouvelle façon finalement d'organiser le transport, qui va s'appliquer essentiellement sur du petit volume. C'est de se dire, le livreur, il va avoir une application mobile à la fois pour dire je veux prendre telle ou telle ou telle commande, créer sa tournée, et dans un deuxième temps la réaliser. Donc ça s'applique, vous comprenez bien, sur des petits volumes, mais ça fait vraiment gagner du temps au livreur, parce que ça lui simplifie vraiment cette phase de planification. Et un livreur, quand on regarde le profil d'un livreur, honnêtement, c'est quelqu'un qui a envie de livrer, qui aime bien livrer. C'est difficile de demander à ces gens-là d'aller sur une solution web, de planifier. Certains profils, dans certains cas, ça peut marcher, mais pas toujours. Donc cette solution de leur dire, de toute façon, on utilise ça quand il y a 10 ou 15 commandes par jour. Tu te connectes sur ton appli, tu regardes les commandes du matin, tu te les charges, tu fais ton optimisation et après tu charges tes commandes physiquement dans le camion et tu t'en vas. C'est un vrai gain de temps opératoire. Donc ça, c'est un nouveau mode finalement de fonctionnement du module K-Planning. Un autre mode de fonctionnement, on verra un peu plus dans le détail après, c'est notre robot de planification.
là, l'idée, bon, on reviendra dans le détail après. Donc les 4 premiers points, c'est ce qu'on a fait cette année. L'année n'est pas terminée, on a des sujets en cours. Et les gros sujets en cours, c'est quoi? C'est 2 sujets qui sont finalement des grandes fonctionnalités qu'on n'avait pas ou peu dans Clareo. Celles qu'on n'avait pas, ou finalement quasiment pas, c'est la valorisation du coût de vos livraisons. Donc pour deux grandes étapes, c'est quand vous faites votre plan de transport sur des gros volumes, en plus d'avoir des tournées, de savoir combien ça va vous coûter au moment où vous planifiez. Ça, c'est la première fonctionnalité. La deuxième, c'est la plus connue, c'est la préfacturation du transport. C'est j'ai fait X livraisons le mois dernier avec X transporteurs, je dois combien à qui, à combien. Et ça peut être aussi, j'ai que ma flotte propre, mais je mets des coûts à l'utilisation de ma flotte propre et j'en déduis combien mon activité de livraison m'a coûté. Donc pour faire ça, petit à petit, les acheteurs de transport sont, et encore on n'a pas à se plaindre, sont assez inventifs sur les différentes modalités de tarification du transport. Donc on augmente finalement les grilles tarifaires qu'on est capable de renseigner et les modalités de tarification qu'on est capable de renseigner dans Clareo. On également, donc c'est la partie qui existe déjà, c'est une fois que ces grilles tarifaires sont renseignées, c'est d'éditer finalement une préfacture de transport. Et ce qui est nouveau, c'est la partie reporting, le lien avec ma section d'après. Mais on a quand même aussi intégré dans ce moteur-là, dans ce qu'on est en train de faire, une valorisation de ce qu'on appelle de prestation. C'est-à-dire que dans votre coût de transport, il y a le coût de la livraison pure, et derrière, il peut y avoir des coûts additionnels. Donc nous, ce qu'on entend par coût additionnel, on a une notion de litige dans Clareo. Quand un livreur a un problème, il peut déclarer un litige. Ces litiges, on est en train de travailler pour pouvoir les valoriser. Et quelque part, c'est d'avoir par transporteur une espèce de préfacturation des litiges. De dire, il y a eu tant d'échecs cette année, il y a eu tant de livraisons ratées, il y a eu tant de casses, etc. Tu vas me devoir autant, pour faire ça. C'est valable pour les litiges, c'est valable aussi dans l'autre sens, dans ce que vous allez vous faire facturer par les transporteurs. Dans certains cas, vous êtes autour de ici, pas forcément concernés, mais c'est la valorisation qu'on appelle, nous, des services annexes. C'est, je suis moi distributeur de meubles, et je demande à mes transporteurs de faire, en plus de la livraison, de faire de l'installation. Ou j'ai un surcoût quand je dois livrer à l'étage, ou j'ai un surcoût quand je dois récupérer la marchandise. Donc non, voilà, c'est ce qui se cache derrière la partie prestation. Et le dernier point, ça fait le lien avec nos KPI sur la partie financière. On a aujourd'hui dans Clareo un outil dans un module qui s'appelle K-Analytic, qui est aujourd'hui un outil plutôt de data visualisation. Donc c'est un outil qui, il y a des indicateurs standards dans Clareo. Pour nos clients existants, on a augmenté, finalement, on a créé quelques indicateurs pour chacun de ces nouveaux clients, mais on se rend compte que maintenant on a de la chance, on a de plus en plus de clients et de plus en plus de magasins, de sites qui ont chacun un peu ses propres demandes. Donc là on passe dans un complément sur le module K-Analytic, qui est un module de BI intégré, où c'est un partenaire avec qui on travaille, que l'on intègre dans Clareo pour que chaque utilisateur puisse créer ses propres indicateurs. Ça, ici, vous avez certainement déjà vos outils de BI d'entreprise. Donc nous, on est capable de vous envoyer de l'information. Mais pour des clients qui n'ont pas d'outils de BI d'entreprise, ils seront capables de créer leurs propres indicateurs dans Clareo. Ce qui est une nouveauté dans Clareo, et ce qui aussi nous voit notre intérêt, c'est pas notre métier premier. Donc, notre valeur ajoutée à créer des indicateurs, elle est plutôt faible. Donc voilà, ça c'est les 2 grands points sur lesquels on travaille cette année. Si je passe maintenant sur le robot de planification, donc pour quel use case? Pourquoi un robot de planification? Quels sont les cas qu'on essaye d'adresser avec ce robot de planification? Donc, c'est lorsque j'ai des planifications de livraison imminente, non prédictibles et tombant au fil de l'eau.
Dans ce premier cas, on va donner un exemple, ce sera beaucoup plus simple. C'est, j'ai un magasin, moi, j'ai des commandes qui tombent au fil de l'eau, j'ai un service de promesse de livraison dans l'heure ou dans les 2 heures, ou j'ai un service de lâcher caddie, où les commandes vont également tomber au fil de l'eau. Et j'ai un ou plusieurs livreurs, et je veux pouvoir affecter donc chacune de ces livraisons à mes livreurs sans intervention manuelle, donc sans planificateur, ni même sans que le livreur choisisse lui-même les commandes qu'il va faire. Pourquoi? Parce que quand je fais un magasin, si j'ai des petits volumes, j'ai 1 ou 2 livreurs, ils vont pouvoir se débrouiller entre eux quelque part. Ils vont dire, moi je prends les 3 premières, toi tu prends les 2 suivantes. Et ils vont eux-mêmes pouvoir planifier. Si on est sur des plus gros volumes, dès qu'on va atteindre 4, 5 livreurs, on ne peut plus laisser le livreur choisir les commandes qu'il va faire. Quand le livreur est tout seul pour livrer un magasin, c'est assez simple. Quelque part, il est responsable de toutes les livraisons du magasin. Donc s'il y a un problème avec des livraisons, je ne vais pas dire que c'est facile de retrouver le coupable, mais c'est lui, quelque part. Quand il y en a 5, ils ne peuvent pas eux-mêmes s'auto-affecter les tâches. Et donc la genèse de ce moteur, c'était ça. C'est comment je peux automatiquement affecter des missions optimisées à des livreurs. Donc là, on a parlé du premier cas, c'est d'un magasin qui aurait beaucoup de volume et qui n'aurait pas envie d'avoir de cellules de planification dédiées. D'autres cas, des typologies de clients qu'il n'y a pas dans la salle aujourd'hui, mais c'est globalement vos prestataires. On parlait tout à l'heure en distribution, vous pouvez passer par des prestataires et ces prestataires-là vont assurer vos livraisons, mais pas que les vôtres. Je prends un exemple concret. On travaille aujourd'hui avec une société qui n'est pas là d'ailleurs, qui s'appelle Livrado. Elle livre les commandes de Carrefour, Auchan, Intermarché, et elle va chercher à mutualiser toutes les livraisons autour de Lille, par exemple. Il y a 5 magasins Intermarché, 3 Leclerc, etc. Ils récupèrent l'ensemble de vos commandes et ils vont vouloir mutualiser les livraisons et finalement d'avoir quelque chose qui automatiquement va affecter au livreur. Donc la différence entre le premier cas et le deuxième, c'est la notion de multisite, ce qui complexifie les choses, mais la logique reste la même. Donc comment on gère ces 2 cas quand on n'a pas de robot de planification? La première façon de faire, il y a des outils aujourd'hui sur le marché qui, vous pouvez les développer vous-même, c'est pas très compliqué, qui vous permettent dans une logique assez simple de dire dès que j'ai une commande qui tombe, je vais l'affecter à un livreur. Donc là on est dans un mode opératoire assez simple, facile à gérer, facile même à développer si vous voulez développer cette solution vous-même. L'avantage de ce mode de fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas de temps opératoire pour planifier. C'est facile, il y a une routine qui tourne, dès qu'une commande tombe, on regarde quel livreur est dispo, on lui confie. Il n'y a pas de temps opératoire de gestion. Le problème, quand on fait ça, c'est quoi? C'est que sur une journée, vous avez vu que moi, vos clients, ils demandent toujours à être livrés aux mêmes heures. Donc si moi, sur un magasin, je vais affecter un livreur et qu'en gros, il a une livraison par heure à faire entre 14h et 17h, il va se la couler tous. Par contre, de 10h à 20h, s'il a 25 commandes à faire, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, voire pas faisable pour lui. Et quand je dis très compliqué, c'est pas que pour sa journée de travail, mais aussi pour le service qu'on va rendre aux clients. C'est-à-dire que les dernières commandes qui vont tomber, on est sûr que le livreur va arriver en retard. Physiquement, il ne pourra pas livrer ces clients-là. Le deuxième mode, c'est on va dire le mode traditionnel. J'ai un planificateur qui va organiser ses livraisons et il va, lui, avec son livreur ou les 2-3 livreurs qu'il a à disposition, essayer d'optimiser les tournées pour finalement faire augmenter sa cadence, donc le nombre de livraisons qu'il est capable de faire à l'heure. L'avantage, c'est que les tournées sont optimisées au sens kilométrique, au sens coût, mais aussi au sens service qu'on va rendre aux clients. La probabilité de livrer client à l'heure est bien plus haute. En contrepartie, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Et comme les commandes tombent au fil de l'eau, on parle quasiment d'un temps plein.
Le challenge qu'on a essayé de relever avec ce robot, c'est d'avoir le meilleur des deux solutions qu'on avait avant. C'est à la fois c'est un robot qui va tourner tout seul, il n'y a pas de planificateur derrière. C'est un monde idéal, hein. On va pas se pleurer, il y a toujours quelqu'un qui supervise, il y a toujours quelqu'un qui, en cas de problème, va reprendre la main. Mais dans l'idée, on ne parle plus d'un temps plein, on parle de quelqu'un qui va intervenir ponctuellement. Mais également, ce robot, il va optimiser les missions quand elles tournent. Quand je parle d'optimisation, c'est de dire tu vas faire tel chargement à tel endroit, tu vas livrer les 2 premiers clients, tu vas recharger à un autre endroit et tu vas venir enchaîner les missions de façon optimisée. Comment fonctionne ce robot? Donc c'est un robot qui va tourner à fréquence régulière, toutes les 5 minutes par exemple. Dans les cas pratiques, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ça. C'est 5 minutes. Il a 4 phases. Dans la première phase, on rentrera dans le détail après, mais il va chercher à constituer des tournées. Il va regarder en fonction des commandes que je connais à ce moment, quelles sont les meilleures tournées à faire. Il a une deuxième phase où donc Clareo, l'ensemble des livreurs utilisent l'application mobile. On a leur position GPS, on sait ce qu'ils seront en train de faire, on sait s'ils ont encore 2 ou 3 clients à livrer, donc on sait quand ils vont être disponibles. Et donc avec ces données, on est capable sur chacune des tournées qui est générée de trouver le meilleur livreur. Sous-entendu, aujourd'hui quand je dis meilleur, c'est celui qui est capable de le faire le plus vite possible. Je n'ai pas mis dans le moteur des problématiques de lissage, d'activité, etc. Donc on a des tournées, on a pour chacune des tournées le meilleur livreur, et après on a une notion de calcul du taux de risque, on verra après ce que c'est exactement, mais c'est ok, j'ai une tournée, j'ai un livreur qui est là, mais est-ce que je dois vraiment lui envoyer maintenant, ou est-ce que j'attends encore un petit peu en espérant qu'une commande va retomber et que je puisse la rajouter dans les tournées déjà existantes. Ce qu'on appelle le calcul du taux de risque. Ici, le calcul du taux de risque est dépassé, sous-entendu, oui, il faut envoyer cette mission au livreur. Donc on rentre dans une phase qu'on appelle la phase d'affectation. Et cette boucle-là va se lancer toutes les 5 minutes. Donc on n'est pas parti de rien pour faire ce robot. On a déjà un module d'optimisation, un module K-Planning qui a son propre moteur d'optimisation. Le challenge, c'était de le faire tourner à fréquence beaucoup plus régulière. Mais il a aussi fallu augmenter, finalement, ajouter de nouvelles fonctionnalités à ce moteur pour que ça puisse marcher. Si je sais que je livre de 7h du matin à 17h à 20h, il n'y a aucune raison de faire tourner le robot la nuit. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Autre chose, c'est on a une logique maintenant, ce qu'on a appelé de rétention. Là, il est 17h. Mon service, que moi je rends, c'est une livraison dans l'heure. Quel est l'intérêt d'envoyer au robot les livraisons à faire ce soir entre 21h ou 22h, ou même les livraisons de demain matin? Aucun intérêt. Donc on a ajouté cette notion de rétention pour limiter les commandes visibles au robot, pour ne finalement planifier que ce qui doit se passer dans l'heure. Autre chose, quand on est dans c'est pas forcément lié au robot, c'est plutôt lié au fait de livraison dans l'heure. De livraison, on a dû ajouter une notion de priorisation, parce que quand il est 17h, une commande à livrer entre 17h30 et 18h est plus prioritaire qu'une commande à livrer entre 18h et 18h30. Et naturellement, les moteurs ne font pas forcément la différence là-dedans. Ils vont plutôt livrer, s'il y a un choix à faire entre ces 2 commandes, livrer la plus proche, pour essayer de revenir le plus vite, et pas nécessairement livrer celle qu'il faut livrer plus tôt. Ça, c'est les particularités des moteurs, donc on a dû quelque part corriger le moteur pour ajouter cette notion de priorisation. On en a profité également pour cette notion de priorisation, l'inclure dans notre moteur d'optimisation. Ça veut dire que même si vous n'utilisez pas le robot, on a cette notion de priorisation. Le deuxième cas de priorisation des livraisons, c'était de se dire, j'ai un peu une notion de client VIP. J'ai des clients que je veux pas rater. Et donc de se dire, ces clients-là auront une priorité plus haute qu'un client lambda, entre guillemets. Donc ça, c'est la première étape, on fait des tournées. Dans la deuxième étape, on recherche le meilleur livreur. L'hypothèse derrière tout ça, c'est que tous les livreurs doivent utiliser l'application mobile de Clareo et accepter d'être géolocalisés. Sans ça, clairement, ça ne marche pas. Par contre,
une fois que cette hypothèse est posée, on est capable d'affecter des livreurs sur des tournées, non pas par rapport à ce qui était prévu, mais par rapport à ce qui était en train de se passer. Peut-être que j'ai deux livreurs, un livreur les deux devaient rentrer à 17h, mais un est super en retard. Dans la réalité du terrain, il est super en retard. Donc clairement, c'est celui qui n'est pas en retard qu'il faut affecter aux prochaines tournées. Et ça change tout dans ce genre de mécanique, c'est de se baser sur la réalité du terrain et ce qui n'était pas planifié. Le monde de la livraison, c'est un monde d'aléas. Si on se base que sur de la planification, c'est plus complexe. Et on peut faire ça, comme je vous dis, parce que un livreur va soit être disponible dans l'application, et quelque part n'a rien à faire, donc on a sa géologue, on sait qu'il est dispo, qu'il est là. Ou alors, il est en train de faire une tournée, et il a peut-être encore 2 ou 3 clients à livrer, mais on a cette information dans Clarao, donc on est capable de projeter un ETA jusqu'au dernier client. Ce sont les ETA qu'aujourd'hui le client final reçoit par SMS, on a cette information dans Clarao, et de calculer finalement, en fonction de son dernier point qu'il a réalisé, à quelle heure il pourrait être au prochain magasin. La troisième étape, une fois qu'on a fait ça, donc finalement on a X tournées qui sont en cours de calcul, on a regardé pour chacune des tournées le meilleur livreur. La décision, c'est de se dire, ok, mais maintenant, on a dû finalement écrire mathématiquement ce qu'il y a dans la tête des planificateurs dans ces cas-là. C'est de se dire, qu'est-ce que je fais? J'ai ma tournée, j'ai 2 clients qui sont là, j'ai peut-être que 2 commandes à faire, j'ai une demi-heure devant moi avant la première livraison. Est-ce que je l'envoie au livreur? Est-ce que je lui dis, vas-y, fonce, va faire ces 2-là? Ou est-ce que j'attends un peu, en espérant qu'il y ait une 3e livraison qui soit pas trop loin des 2e? Et ça, moi, j'appelle ça le dilemme du planificateur. C'est gestion du risque, c'est à quel point je me simplifie la tâche et j'envoie vite les missions et je suis sûr qu'il est livré à l'heure, ou je prends un peu de risque et j'optimise mon activité. Et finalement, contre-naturellement, à quel moment il faut prendre des risques? Il faut prendre des risques quand il y a du volume. Et ça, j'ai mis un peu de temps à comprendre sur le terrain. Pourquoi? Parce que peut-être que j'ai une capacité de 10 livraisons à l'heure avec mes 2 livreurs. Et de 18 à 22 heures, c'est là où je me fais exploser, où j'ai 25 ou 30 livraisons à l'heure. Et naturellement, on a envie de se dire, je baisse mon niveau de risque. Sous-entendu, dès qu'une commande tombe, je vais l'envoyer. Mais en fait, le livreur va passer son temps à faire des allers-retours. Et il va faire finalement plus, il va avoir un ratio de kilomètres parcourus par commande et des ratios de nombre de commandes par heure qui vont baisser. Et donc finalement, quand on s'est mis sur le terrain, dans ces phases-là de la journée, c'est là où il faut augmenter le risque et te dire, ok, je vais attendre, il y a toujours une notion à faire, pour essayer que mon livreur, quand il parte, il embarque 3 ou 4 commandes et pas juste 1 ou 2. Vous l'expliquez, c'est pas simple, l'expliquer au magasin, c'est encore plus compliqué. Donc c'est ça, donc globalement, on a ce facteur de calcul de taux de risque, et globalement, nous ce qu'on a maintenant c'est un curseur, c'est globalement dans la journée, quand les temps sont calmes, on diminue le taux de risque, et dans les heures où il y a des pics d'activité assez importants, c'est là où on monte le niveau de risque, l'utilisateur monte le niveau de risque, pour finalement adapter sa prise de risque au volume qu'il a à réaliser. La dernière étape, c'est très simple, c'est oui, j'ai dépassé le risque que je veux prendre, j'affecte au livreur, non, cette tournée, je n'ai pas dépassé le niveau de risque que j'avais prévu, donc j'attendrai cette commande va retomber, elle va rester non planifiée, et elle repassera dans la prochaine itération 5 minutes plus tard. Donc ça, c'est le moteur, comment il fonctionne. C'est très important, notamment en début de projet, sur ce genre de projet, c'est de pouvoir suivre l'activité. Parce que au début, on est surtout des choses assez complexes. Le planificateur à qui on est en train de montrer ce moteur, il a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Il a besoin de se familiariser à ça, parce que c'est pas naturel. Et avec le temps, il va se détacher finalement de l'outil, il va faire de plus en plus confiance au moteur. Par contre, quand il va se détacher du moteur,
Le moteur, ça reste un outil, il y a des aléas, il y a des choses qui arrivent, physiquement, vous avez des charges, des capacités de livraison face à des charges. Quand ça dérape, le moteur ne va pas tout résoudre. Donc ce qui était très important quand on a développé ce moteur, c'est d'avoir une mécanique de gestion des anomalies qui soit plus avancée, et de se dire, voilà, dans le cas concret, c'est j'ai une commande qui n'est pas dans ma zone de chalandise, vite je relève une alerte à l'exploitation. C'est j'ai un livreur qui était censé bosser de 8h à 16h, il est 8h15, il n'est pas là, je lève une alerte. C'est j'ai des retards potentiels à la livraison, je lève une alerte. Le but de tout ce monitoring, finalement, c'est qu'à tout moment, l'exploitant puisse dire « Ok, on coupe le moteur, je vais reprendre la main, ça dérape, et potentiellement, reprendre la main, c'est faire ses tourner la main, c'est confier les missions à la main, mais c'est aussi mettre dans Clareo, de dire bah, « J'avais prévu 3 livreurs, j'ai vu que ça dérapait, je vais en prendre 2 de plus, j'arrive à trouver 2 livreurs supplémentaires et je peux faire tourner le robot avec 5 livreurs. » Donc ça, c'est le mode de fonctionnement du moteur. Rien de tel qu'une présentation, une vidéo, pour vous montrer en pratique comment ça fonctionne. Deux chauffeurs se déclarent en service sur leur application Clareo Delivery. Avec un vélo et un véhicule léger disponible, le planning robot se met en route et commence par analyser les commandes les plus urgentes, ainsi que l'activité de chaque chauffeur. En quelques dizaines de secondes, des tournées optimisées sont constituées et affectées au chauffeur le plus adéquat. Chaque chauffeur reçoit alors sa tournée sur son téléphone et peut aussitôt la prendre en charge. À mesure que les chauffeurs approchent de leur premier client, les ETA sont recalculés et synchronisés en temps réel. Entre-temps, un client a passé une nouvelle commande. Le planning robot l'analysera lors de sa prochaine itération pour maintenir un flux continu. L'un des chauffeurs termine sa tournée avec succès. En cas de risque de retard, le code couleur sur l'écran de supervision permet de le détecter immédiatement. Le second chauffeur termine à son tour et enchaîne aussitôt avec une nouvelle tournée pour assurer une continuité optimale. Voilà pour la démonstration. Et juste pour conclure, finalement, sur cette année 2024, côté produit chez Clareo, vous avez bien vu, on a 2 types de grands sujets sur lesquels on travaille. La majorité de ce qu'on voit aujourd'hui, c'était des besoins clients qu'on a remontés, des sujets qui sont issus du terrain. On a parlé de la gestion du lâcher caddie, la gestion des points relais, l'intégration de WeDrop, ce module de robot. Et on a également donc, des initiatives produits côté R&D. Donc il y a ce robot, il y a donc également la volonté des fonctionnalités de planification par le livreur, de planification avancée. Mais globalement, dans les choix qu'on a fait, il y avait soit du terrain, soit de vous, des clients, ou des idées qu'on avait, mais ça a toujours été tiré par 2 choses. Par un ROI, à la fois, tout ce qu'on a fait, c'était pour faire gagner du temps aux planificateurs, ou voire même annihiler du temps de planification, ou jouer finalement sur le coût, sur le coût de vos livraisons et le niveau de service qui a été fait. C'est important pour nous, c'est nos 2 grands principes. J'ai envie de vous dire, on pose souvent la question, quelles sont les choses qu'on est capable de faire, quelles sont les choses qu'on a envie de faire, quelles sont les choses qu'on n'a pas envie de faire.
j'ai envie de vous répondre, voilà, c'est à partir du moment où ça fait gagner du temps, ou si ça fait gagner de la performance en termes de coûts ou en termes de services, voilà, notre équipe produit répondra favorablement à ces demandes.